Parlons maintenant de suite extraite ou encore sous-suite. Extraire une suite d'une autre, c'est ne garder que certains termes de cette suite, et en plus dans l'ordre de leur apparition dans la suite de départ. Par exemple, si je prends une suite UN, dont les termes vont donc être U0, U1, U2, U3, etc. Si je décide de ne garder que les termes U1, U5, U7, U10, par exemple, et je ne donne pas la suite, mais il y aurait une suite, il faut aller jusqu'à l'infini, eh bien c'est une sous-suite, ou suite extraite, ce sont des synonymes, c'est une sous-suite de la suite UN. Par contre, si je garde les termes U1, U5, U2, U6, U1, etc., ça n'est pas une sous-suite. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas gardé les termes de la suite dans le même ordre que dans la suite de départ. Ce sont bien des termes qui sont dans la suite de départ, mais ici, je suis passé de U5 à U2, et ça ne va pas, je suis revenu en arrière. Et puis j'ai également gardé 2 fois le terme U1. Donc ça n'est pas une sous-suite. On remarque aussi que si l'on a une suite dont les termes sont à nouveau U0, U1, U2, U3, U4, U5, allez, je vais aller jusqu'à U7. Si j'en extrais une sous-suite et que je décide de garder les termes U0, U3, U4 et U7, j'obtiens une suite dont je vais nommer les termes V0, V1, V2, V3, etc. Donc ma suite Vn, c'est une sous-suite de la suite UN. Quelle est la relation entre V numéro n et les termes de la suite U ? Ici, V0, c'est U0. V2, c'est V1, pardon, ça c'est un 1. V2, c'est U3. V1, pardon, c'est U3. V2, c'est U4. Et V3, c'est U7. Donc je vois que le numéro 0 correspond au numéro 0, le numéro 1 correspond au numéro 3, 2 va sur 4, 3 va sur 7. Donc si je considère la fonction phi qui va de n dans n et qui à 0 associe 0, qui à 1 associe 3, qui à 2 associe 4 et qui à 3 associe 7, et puis donc pour la suite, eh bien, je n'ai pas continué l'exemple, eh bien on voit que, au moins pour ces premières valeurs, V numéro n, c'est U numéro phi de n. Et donc c'est comme cela que nous allons définir une suite extraite. Donc si UN est une suite réelle, d'ailleurs elle pourrait être complexe, la définition s'appliquerait également, on appelle suite extraite ou sous-suite de UN toute suite qui va s'écrire sous la forme U indice phi de n, où phi est une fonction strictement croissante de n dans n. Alors, pourquoi tout cela ? U indice phi de n, eh bien le fait que ce soit U indice quelque chose, cela implique que nécessairement les termes de cette nouvelle suite sont bien des termes de la suite de départ. Phi de n est toujours un entier, Et le fait que phi est strictement croissante, cela implique que les termes de cette nouvelle sous-suite vont apparaître dans le même ordre que dans la suite initiale. Autre point de vocabulaire, toute fonction phi qui est strictement croissante de n dans n s'appelle une extractrice puisque c'est ce type de fonction qui permet d'extraire une sous-suite d'une autre suite. Alors nous pouvons donner quelques exemples, les 2 exemples les plus classiques de sous-suite. Nous avons la sous-suite U de n, qui est la sous-suite constituée des termes d'indices pairs de la fonction de la suite de départ, ainsi que la suite des U de n plus 1. Elle est constituée des termes d'indices impairs. Ceux-là, ce sont bien des suites extraites, car la fonction qui a n associe 2n est bien strictement croissante, ainsi que la fonction qui a n associe 2n plus 1. Donc pour continuer sur cet exemple, si nous prenons un, la suite des... je vais plutôt l'appeler u. Si nous prenons u, la suite des moins 1 puissance n quand n parcourt n, donc... c'est-à-dire la suite de termes général un égale moins 1 puissance n, alors la sous-suite des u de n est la suite constante égale à 1. Et la sous-suite des u indice 2n plus 1 est la suite constante égale à moins 1. Une question très classique qui peut faire un peu mal au crâne au sujet des suites extraites, c'est à quoi peut bien ressembler une suite extraite d'une suite extraite. Donc,
je prends une suite UN, suite réelle, j'en extrais u phi de n, une sous-suite de UN, donc avec une première extraction, et maintenant, je vais prendre psi, une seconde fonction extractrice, et en utilisant la fonction phi, je veux extraire une sous-suite de u phi de n. Donc quelle est la sous-suite correspondante de u phi de n? Donc je vous suggère de mettre cette vidéo sur pause quelques minutes, d'essayer de réfléchir à la question avant de vous donner la réponse, sachant que bien entendu, on se doute que la solution est l'une de ces deux-là. Est-ce que c'est la sous-suite u indice phi rond psi de n, ou est-ce que c'est la sous-suite u indice psi rond phi de n? Les deux sont clairement des sous-suites de un, mais laquelle est la bonne? Eh bien la bonne, c'est celle-ci. Cela peut paraître un peu trompeur puisque lorsque nous composons deux fonctions, si nous composons phi et qu'ensuite nous utilisons la fonction psi, eh bien cela s'écrit psi rond phi. Donc c'est vrai qu'extraire d'abord avec phi et ensuite avec psi, on peut avoir tendance à penser que cela donne la sous-suite u indice psi rond phi de n. En fait non. Nous allons expliquer pourquoi. Eh bien déjà, les termes d'une sous-suite de u phi de n sont des termes de u phi de n, donc ils doivent bien être de la forme u phi de quelque chose. Les termes de cette sous-sous-suite sont des termes de u indice phi de n. Donc ils sont de la forme u indice phi de quelque chose. Ce qui a priori exclut déjà la solution u indice psi rond phi de n. Alors, expliquons cela encore un peu plus en détail. Nous allons poser, pour tout n, vn égale u indice phi de n. Nous renommons les choses. Donc, quelle est la sous-suite obtenue, la sous-suite, la suite extraite de vn, de la suite vn, en utilisant l'extractrice psi? C'est la suite v indice psi de n. Donc, si on pose k égale psi de n, alors vk, c'est u indice phi de k, d'après la définition de la suite vn. Donc, v indice psi de n, eh bien, c'est le terme u phi de psi de n. Et c'est pourquoi la sous-suite extraite de u phi de n est de la forme u indice phi rond psi de n. Dans la fin de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question suivante. Y a-t-il un lien entre la limite éventuelle d'une suite et la limite éventuelle de ses sous-suites? Et inversement, si nous avons des résultats sur la limite de ou des sous-suites de u indice n, peut-on avoir des résultats sur la limite éventuelle de un? Donc pour cela, nous allons d'abord donner un premier lemme. Si phi est une fonction extractrice, c'est-à-dire une fonction de n dans n strictement croissante, alors pour tout entier naturel petit n, phi de n est supérieur ou égal à n. Je ne détaille pas la démonstration ici, elle est détaillée dans le PDF du cours, et c'est une démonstration par récurrence qui est tout à fait simple. Ce lemme va nous permettre de démontrer le théorème fondamental suivant. Si une suite un admet une limite petit l, alors toutes les sous-suites de un admettent aussi petit l comme limite. Démontrons ce résultat. Là encore, il va y avoir trois cas distingués. Soit L est réel, soit L est égal à plus l'infini, soit L est égal à moins l'infini. Alors pour changer un petit peu, je vais traiter le cas numéro 2, sachant que, évidemment, comme toujours, les trois cas se traitent de la même manière. Nous allons revenir à la définition. La définition de un tend vers plus l'infini est la suivante. Pour tout A appartenant à R, il existe un n0 appartenant à grand N, tel que pour tout entier petit n, si n est plus grand que n0, alors un est supérieur ou égal à grand A. Prenons maintenant une sous-suite u indice phi de n, une sous-suite de un. Donc avec le lemme, nous avons la chose suivante, pour tout petit n, phi de n est supérieur ou égal à n. Donc,
si nous fixons un grand A dans R et n0 appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n0 implique un plus grand que grand A, alors, si n est plus grand que n0, nous avons phi de n plus grand que n0, et donc nous avons également u phi de n supérieur ou égal à a. Donc qu'avons-nous montré? Finalement, nous avons montré la chose suivante. Quel que soit grand A dans R, il existe un entier n0 dans n, tel que pour tout n dans grand N, si n est plus grand que n0, alors phi de n aussi, et donc u indice phi de n est plus grand que grand A. Ceci c'est quoi? C'est exactement la définition de u phi de n tend vers plus infini. Donc ici, u phi de n a bien la même limite que un. Donc je vous laisse adapter cette démonstration pour les cas où elle est réelle et le cas où elle vaut moins l'infini, mais évidemment le principe est exactement le même. Si nous contraposons le théorème que nous venons de démontrer, nous obtenons un corollaire qui est tout aussi important. Donc si nous contraposons, cela signifie que lorsque toutes les sous-suites de un ne tendent pas vers L, alors un n'admet pas L comme limite. Donc comment pouvons-nous reformuler cela? Eh bien, premier résultat, s'il existe une sous-suite qui n'a pas de limite, alors un n'a pas de limite. Autre résultat possible, autre manière d'interpréter cette contraposition, si un admet deux sous-suites qui ont des limites différentes, alors un n'a pas de limite non plus. Donc ce résultat est très important parce que ça va être une méthode très pratique, très efficace pour montrer qu'une suite n'a pas de limite. C'est vrai que jusque-là, nous nous sommes plutôt intéressés à la question suivante. Est-ce que un a une limite? Et si oui, comment la calculer? Nous avons plutôt essayé de démontrer dans quel cas est-ce qu'une suite avait une limite. Eh bien, ce résultat permet de montrer qu'une suite n'a pas de limite. Et l'exemple le plus classique, c'est celui-ci. Lorsque un est égal à moins 1 puissance n, comment montrer que cette suite n'a pas de limite? Nous pouvons revenir à la définition, mais c'est assez pénible, ça n'est pas très efficace, c'est un peu rébarbatif. Ici, il suffit de remarquer que pour tout n, u de n est égal à 1. Or 1, eh bien évidemment, 1 tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et u de n plus 1 est égal à moins 1, qui tend bien vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Nous avons donc ici deux sous-suites qui ont des limites différentes. Donc en conclusion, la suite des moins 1 puissance n quand n parcourt n n'a pas de limite. Donc cette suite est vraiment, on va l'utiliser très souvent car c'est l'exemple le plus simple d'une suite qui est bornée et qui pourtant n'a pas de limite. Nous avons vu que toute suite convergente était bornée, la réciproque est fausse et c'est l'exemple le plus simple. Donc je vous mets en garde tout de suite, il est tentant quand on pense à quelque chose de borné, de penser un peu aux fonctions et d'utiliser la suite sinus de n. Nous en parlerons en classe, nous parlerons de cette suite en TD. Évidemment, la suite des sinus n est bornée. Il est vrai qu'elle n'a pas de limite, mais c'est très compliqué, c'est relativement compliqué à démontrer, en tout cas c'est beaucoup plus compliqué que le résultat que nous venons de démontrer là. Donc si vous voulez vraiment donner un exemple de suite bornée qui n'a pas de limite, prenez cette suite des moins 1 puissance n, ne prenez surtout pas la suite des sinus n ou cosinus n. Autre exemple, si nous prenons la suite de terme général un égale à cosinus n pi sur 3. Eh bien nous pouvons utiliser le point 1 aussi bien que le point 2 du corollaire. Nous pouvons par exemple utiliser que la suite u indice 3n est égale à la suite cosinus npi. Et nous savons que cosinus npi est égal à moins 1 puissance n. Or nous venons justement de montrer au-dessus que cette sous-suite n'avait pas de limite, donc la suite un n'a pas de limite non plus. Autre possibilité, nous pouvons regarder la sous-suite des u6n, qui est égale à cosinus de 2npi, c'est-à-dire qu'elle est toujours égale à 1, et nous pouvons aussi regarder la sous-suite des u indice 6n plus 3.
Donc tout cela, ce sont bien des sous-suites, car à chaque fois, la fonction qui a n associe 3n ou 6n ou 6n plus 3 est bien strictement croissante. Donc la sous-suite des u indice 6n plus 3, c'est la suite des u indice 2npi plus pi, et cette sous-suite est toujours égale à moins 1. Donc finalement, nous ne faisons que prendre la sous-suite des termes d'indices pairs de la suite u3n, et celle des indices impairs de la sous-suite des u3n. Donc un coup ça vaut 1, un coup moins 1. Ces deux sous-suites n'ont pas la même limite, donc la suite un n'a pas de limite. Alors si je reviens sur ce théorème, nous n'avons qu'une implication. Si un admet une limite, alors toutes les sous-suites admettent cette même limite. La réciproque est-elle vraie? Si toutes les sous-suites de un tendent vers une limite, alors est-ce que un admet une limite? Alors le résultat est évidemment vrai, puisque un est une sous-suite d'elle-même, donc évidemment si toutes les sous-suites tendent vers elle, un aussi. Mais est-ce que l'on peut en faire moins? Est-ce que si certaines sous-suites tendent vers une limite, alors est-ce que un admet une limite? Alors il faut faire bien attention, si nous n'avons le résultat que pour une seule sous-suite, nous ne pouvons rien dire. Nous avons ici cet exemple. U2n tend vers 1, eh bien cela ne veut pas dire que un tend vers 1. Mais nous pouvons énoncer le résultat suivant. Si nous avons une suite réelle un, et si les deux sous-suites u2n et u indice 2n plus 1 tendent toutes les deux vers la même limite petit l, finie ou pas, alors la suite de départ un tend vers l. Donc c'est un résultat assez classique. Le résultat ici ne fonctionne que parce que ce sont bien ces deux suites-là précisément que nous avons prises. Si nous disons que deux sous-suites quelconques de un tendent vers petit l, nous ne pouvons absolument pas conclure. Ici, la métaphore que j'aime utiliser, c'est que d'une certaine manière, tous les termes de la suite un, si nous les assimilons à un troupeau de moutons, nous avons coupé le troupeau en deux parties. Nous avons mis tous les moutons d'indice impair dans un paquet, tous les moutons d'indice pair dans un autre paquet. Alors si ces deux sous-troupeaux tendent tous vers la bergerie, eh bien globalement, tout le troupeau de moutons tend vers la bergerie. Alors c'est le seul théorème qui est au programme, mais nous pouvons le généraliser, ça n'est pas au programme, mais il est assez intuitif de voir que si nous avons, mettons, 15 sous-suites de un, et que si nous rassemblons tous les termes qui sont contenus dans ces 15 sous-suites, si alors tous ces termes contiennent tous les termes de la suite de départ, et si ces 15 sous-suites tendent toutes vers la même limite, alors la suite de départ tend aussi vers la même limite. Ici nous avons un exemple le plus courant, avec deux sous-suites. Encore une fois, dans cette démonstration, nous allons revenir à la définition et nous allons devoir distinguer trois cas, soit L est réel, soit L vaut plus ou moins l'infini. Donc je ne vais à nouveau traiter qu'un cas, le cas où L est réel. Donc je suppose que U2n tend vers L et U2n plus 1 tend également vers L. Comme je pars sur une démonstration où je veux montrer qu'une suite tend vers une limite finie, j'introduis un epsilon strictement positif. Alors en utilisant cet epsilon, puisque U2n tend vers L, eh bien je sais qu'il existe un rang que je vais appeler N1, à partir duquel tous les termes de la suite U2n sont très proches de L, à une distance plus petite qu'epsilon, c'est-à-dire valeur absolue de U2n moins L, strictement plus petit qu'epsilon. Je fais la même chose en utilisant que U2n plus 1 tend vers L. Il existe un autre rang, que je vais appeler N2, à partir duquel, cette fois-ci, c'est la valeur absolue de U2n plus 1 moins L qui est strictement plus petit qu'epsilon. Maintenant, je vais poser un rang N3 qui va être égal au maximum de 2 fois N1 et 2 fois N2 plus 1. Et je veux montrer qu'à partir de ce rang N3, tous les termes de la suite UN sont à une distance de L plus petite que epsilon. Donc je prends un entier petit n supérieur à n3 et je vais traiter deux cas. Premièrement, si n est pair, je vais écrire n sous la forme 2 fois petit m. Or ici n est plus petit que n3, qui est plus petit que 2 fois n1, qui est plus grand, n est plus grand que n3, qui est plus grand que 2 fois n1, donc nécessairement m est plus grand que n1. Donc si je numérote mes phrases ici, 1 et 2, ici, avec la phrase numéro 1, eh bien j'obtiens que
la distance u de m moins L est strictement plus petite que epsilon, c'est-à-dire que j'ai bien un moins L strictement plus petit qu'epsilon. Alors je vais bien sûr faire la même chose dans le cas où n est impair. Si n est impair, je vais cette fois-ci écrire que m s'écrit sous la forme 2m plus 1. Or n est plus grand que n3, qui est lui-même plus grand que 2n2 plus 1. Donc m est plus grand que n2. Et donc de la même manière que tout à l'heure, u indice n moins L, qui est égal à u indice 2m plus 1 moins L, est strictement plus petit qu'epsilon. Dans tous les cas, n supérieur ou égal à n3 implique que un moins L est strictement plus petit qu'epsilon, ce qui prouve bien que la suite un tend vers L. Voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Nous avons à notre disposition de nouveaux outils que nous allons utiliser dans la suite du chapitre.